Et si le cerveau humain n'avait pas simplement évolué, mais avait été déverrouillé? Et si l'étincelle qui a mené au langage, à l'art et aux dieux ne venait pas du ciel, mais de la terre? Voici l'histoire de la façon dont les psychédéliques, les champignons, les plantes et les breuvages anciens ont peut-être façonné tout ce que nous appelons aujourd'hui humain. Il y a 2 millions d'années, quelque chose s'est produit, quelque chose que la science peine encore à expliquer. Nos cerveaux, qui avaient évolué lentement pendant des millions d'années, ont soudainement doublé de taille. À l'échelle de l'évolution, ce n'était pas seulement rapide, c'était contre nature. Nous sommes devenus des résolveurs de problèmes, qui étaient aussi des conteurs. Nous avons commencé à coopérer, à éprouver de l'empathie, à imaginer des dieux et à pleurer les morts. Alors, qu'est-ce qui a provoqué ce bond gigantesque? Certains disent que c'est le feu, que la cuisson rendait les calories plus faciles à absorber. D'autres attribuent cela au lien social ou aux pressions de la survie. Mais il existe une autre théorie, folle, controversée et pourtant étrangement convaincante. Tout commence avec un primate, affamé, nomade, cherchant sa nourriture à travers la savane africaine, puis il trouve quelque chose d'étrange poussant dans la bouse des animaux herbivores, un champignon, le Psilocybe cubensis. Au début, ce n'est qu'une source de nourriture, mais bientôt c'est bien plus. Des couleurs vives, une perception du temps déformée, des hallucinations auditives, un état de conscience qui ne fait pas que refléter la réalité, il la reprogramme. C'est le cœur de ce qu'on appelle la théorie du singe défoncé, popularisée par l'ethnobotaniste Terence McKenna. Il a proposé que les premiers hominidés ayant ingéré des champignons à psilocybine aient connu une vision améliorée, une empathie accrue, une excitation sexuelle et une augmentation spectaculaire de la reconnaissance des motifs. En bref, ils ont plané, et leur cerveau s'est adapté à ce voyage. Sur des milliers de générations, cette boucle de rétroaction chimique aurait pu façonner les voies neuronales, mener à la pensée abstraite, déclencher un langage complexe. En d'autres termes, le champignon n'a pas seulement modifié la perception, il a contribué à créer la conscience elle-même. La psilocybine n'est pas seulement un hallucinogène, c'est une clé neurologique. Lorsqu'elle est ingérée, elle se lie aux récepteurs de la sérotonine dans le cerveau, en particulier dans les zones responsables du traitement sensoriel, de la régulation des émotions et de la construction de l'identité. Dans les études de laboratoire modernes, les scanners IRM montrent que la psilocybine perturbe le réseau du mode par défaut, le système qui maintient notre ego, notre sens du moi, nos frontières entre moi et le monde. Et lorsque ce système s'apaise, autre chose émerge, la connectivité. Des parties du cerveau qui ne communiquent habituellement pas entre elles se mettent soudainement à le faire. Les zones du langage commencent à interagir avec les centres visuels. La mémoire fusionne avec l'imagination. Les émotions s'infiltrent dans la logique. Cela crée un état mental qui n'est pas seulement altéré, il est réorganisé. Pour une personne moderne, cela ressemble à une expérience mystique. Pour un homininé primitif qui n'avait aucune notion de langage, de Dieu ou de rêve, cela a peut-être ressemblé à un éveil. Soudain, il pouvait imaginer des choses qui n'existèrent pas. Il pouvait entendre des sons sans source, voir des visages dans les arbres, attribuer une signification à la météo. Ce n'étaient pas simplement des hallucinations. C'étaient les éléments fondateurs de la pensée symbolique, et la pensée symbolique change tout. C'est la racine de l'art, de la religion, du récit, du langage lui-même. Quand un membre d'un groupe commence à utiliser des sons pour nommer des choses qu'il a vues dans une vision et que les autres comprennent, un vocabulaire primitif naît. Quand un rêve est rappelé et raconté au coin du feu, il devient mythe. Quand des motifs dans les étoiles sont associés à des esprits ou des ancêtres, l'astronomie naît. La psilocybine augmente également l'empathie et l'ouverture émotionnelle. Même dans les études cliniques modernes, les gens rapportent un profond sentiment de connexion aux autres, à la nature, à quelque chose de plus grand. Imaginez maintenant les premiers humains, en petits groupes, vivant ce même état ensemble. Le champignon n'a pas seulement élargi l'esprit individuel. Il a peut-être soudé la tribu, renforcé la coopération, atténué les conflits, donné naissance à des rituels partagés, à un sens commun. Les premières religions n'étaient peut-être pas du tout centrées sur des dieux, mais sur le souvenir du voyage, la reconnexion à ce que le champignon avait révélé. Et si un groupe d'hominidés ayant consommé des champignons développait une coopération plus forte, une communication plus aiguisée et une intelligence émotionnelle plus profonde,
Il aurait surpassé ceux qui n'en avaient pas, non pas par la guerre, mais par la connexion. Ainsi, avec le temps, le champignon n'était plus seulement un outil, il est devenu un partenaire de coévolution, un peu comme les abeilles et les fleurs. Nous avons transporté ses spores, il a reconfiguré nos esprits. Ensemble, nous avons créé quelque chose de nouveau, et c'est peut-être à ce moment-là que la conscience a pris racine, non pas uniquement à cause d'une mutation, mais grâce à une relation entre un primate et un champignon. À mesure que les humains ont commencé à s'installer, à construire et à enterrer leurs morts, quelque chose d'étrange est apparu, le rituel. À travers les continents et les cultures, avant l'écriture, avant la conquête, les gens se rassemblaient en cercle. Ils jeûnaient, ils chantaient et ils ingéraient des plantes qui les emmenaient ailleurs, quelque part au-delà du monde physique. En Amazonie, des tribus préparaient l'ayahuasca, une décoction de lianes et de feuilles qui ouvrait l'accès à des visions d'esprit et d'ancêtres. Au centre du Mexique, le peuple mazatèque consommait des champignons qu'ils appelaient teonanacatl, la chair des dieux. En Sibérie, les chamans buvaient l'urine de reine ayant mangé de l'amanite tumouche, entrant en transe pour rapporter des connaissances du monde des esprits. Dans la Grèce antique, dans un temple secret appelé Éleusis, des citoyens de tout rang, même Platon, buvaient une potion appelée kykéon, que certains chercheurs pensent contenir de l'ergot, un champignon apparenté au LSD. Ce n'étaient pas des événements isolés. Il s'agissait de technologies de la transcendance, de systèmes conçus pour ouvrir l'esprit, non pas pour le divertissement, mais pour la révélation. L'état psychédélique n'était pas considéré comme une illusion. Il était traité comme une vérité, une ligne directe vers le divin, les dieux, les ancêtres, la nature, ou même l'architecture de l'âme. Ces cérémonies reflétaient souvent des expériences de mort imminente, mort de l'ego, vision, effondrement du temps, purification émotionnelle, renaissance. À bien des égards, c'était des confrontations contrôlées avec la mort, merci. Et de cette mort, les gens revenaient à transformer. C'est peut-être l'origine des mythes de résurrection, des dieux descendant dans les enfers et revenant avec la lumière, des prophètes errant dans le désert, entendant des voix, voyant des buissons ardents. Même l'arbre de la connaissance, celui qui a ouvert les yeux d'Adam et Ève, a été réinterprété par certains chercheurs comme une allégorie psychédélique. Parce qu'il y a là quelque chose d'étrange. À travers des cultures séparées par des océans et des siècles, les images se répètent, des serpents, des arbres, des yeux, des êtres de lumière rayonnants. Ce ne sont pas des symboles aléatoires, mais des visions récurrentes observées par des personnes qui ne se sont jamais rencontrées, souvent sous l'influence des mêmes plantes. Et si ce n'étaient pas des rêves? Et s'il s'agissait d'un langage neurologique partagé, déverrouillé par des substances que la nature a cachées à la vue de tous? Et avec le temps, à mesure que les civilisations devenaient plus hiérarchisées, organisées, contrôlées, ces outils de révélation personnelle sont devenus dangereux, imprévisibles, incontrôlables. Car une personne qui voit Dieu directement est plus difficile à gouverner, et ainsi le voyage sacré est devenu une hérésie. Le champignon a été enfoui. L'esprit a été interdit. La cérémonie a été remplacée par des sermons, mais la mémoire est restée dans nos mythes, dans nos religions, dans l'architecture de nos esprits. Pendant des dizaines de milliers d'années, les psychédéliques ont été des ponts entre les mondes, entre les gens, entre le soi et le cosmos. Ce n'était pas du divertissement. C'était une initiation. Mais à mesure que la civilisation grandissait, des murs se sont élevés, des hiérarchies se sont formées, le pouvoir s'est centralisé, et soudain, le voyage sacré est devenu une menace. Parce que les psychédéliques ne dissolvent pas seulement l'ego, ils dissolvent le contrôle. Un paysan qui parle directement à Dieu sans prêtre, un simple citoyen qui revient de la jungle avec de nouvelles visions de la vérité, un prophète qui ne suit pas le script, cette personne est dangereuse. On ne peut pas la taxer. On ne peut pas lui donner d'ordre. Elle répond à quelque chose de bien plus ancien que l'État. Ainsi, avec le temps, les plantes sacrées ont été interdites, les chefs de rituels réduits au silence, et les états modifiés de conscience requalifiés de folie. En Occident, cela s'est produit de façon brutale. Les mystères d'Éleusis, autrefois l'événement spirituel le plus important de la Grèce, ont disparu presque du jour au lendemain. La première église chrétienne a déclaré les expériences visionnaires hérétiques. Les mystiques étaient brûlés. Les sages femmes étaient qualifiées de sorcières. Le divin a été placé derrière des vitraux. Et le champignon, oublié ou pire, craint.
Dans les cultures autochtones, l'histoire est encore plus tragique. Des systèmes entiers de savoir transmis de génération en génération ont été anéantis par la colonisation, les cérémonies interdites, les plantes brûlées. Et pourtant, ils ont persisté, cachés, protégés. Car certaines vérités refusent de mourir. Et aujourd'hui, alors que la science moderne redécouvre ce que les chamans savaient déjà, nous sommes forcés de nous poser des questions inconfortables. Qu'avons-nous perdu lorsque nous avons perdu le champignon? Était-ce simplement une substance chimique, ou une boussole, un outil pour guérir les traumatismes, ou une porte vers quelque chose de plus vaste? Les psychédéliques offrent plus que des couleurs étranges et des humeurs altérées. Ils offrent une perspective sur notre place dans le monde, sur les histoires que nous racontons, sur la douleur que nous portons et sur son origine. Et c'est peut-être pour cela qu'ils étaient redoutés, non pas parce qu'ils étaient inutiles, mais parce qu'ils fonctionnaient, parce qu'ils offraient une forme de connaissance qui ne nécessitait ni roi, ni texte, ni église, juste le silence, l'intention et un champignon poussant de la terre. Pendant des siècles, l'expérience psychédélique a été reléguée dans l'ombre. Mais aujourd'hui, elle revient dans les laboratoires de recherche, dans les centres de guérison, dans les murmures, les conférences et les essais cliniques. Le champignon refait surface. À Johns Hopkins, des chercheurs administrent de la psilocybine à des personnes atteintes de maladies terminales, et ce qu'ils découvrent est stupéfiant. Une seule séance guidée peut réduire l'anxiété et la peur de la mort pendant des mois, parfois des années. D'autres l'utilisent pour traiter la dépression, le trouble de stress post-traumatique, l'addiction, pour démêler les traumatismes, pour se sentir à nouveau entier. Et d'autres encore, ni malades, ni brisés, entreprennent ce voyage pour quelque chose de plus difficile à nommer, le sens. Ils rapportent un sentiment de connexion, des retrouvailles avec quelque chose de perdu, l'impression d'avoir retrouvé un souvenir ancien. Ce n'est pas seulement un médicament, c'est une réminiscence. Les anciens autochtones, autrefois réduits au silence, sont à nouveau sollicités pour enseigner. Leurs cérémonies sont étudiées, leur langue traduite. Et dans leurs chants, leurs mythes, leurs plantes, nous entendons l'écho de cette voix ancienne, celle qui s'est exprimée pour la première fois dans un champ de champignons, il y a 2 millions d'années. Mais ce retour comporte des risques. Dans un monde de gratification instantanée, de réseaux sociaux et de spiritualité marchandisée, le sacré peut rapidement devenir un spectacle. Déjà, le champignon est commercialisé, emballé, dépouillé de son histoire. Mais ce n'est pas une mode. C'est une technologie, un outil qui nous a façonnés et qui mérite notre respect. Car si l'expérience psychédélique n'était pas seulement un tour de passe-passe chimique, mais un miroir, et si cela nous montrait qui nous étions, ce que nous avons perdu et ce que nous pourrions redevenir? La question n'est pas de savoir si les psychédéliques reviennent. Ils sont déjà de retour. La vraie question est, sommes-nous prêts à écouter cette fois-ci? Nous aimons penser que l'évolution a suivi un chemin tout droit, du singe à l'homme, puis à l'esprit. Mais si la véritable étincelle, le moment où tout a changé, ne venait pas d'en haut, mais d'en bas, d'un champignon surgissant silencieusement de la terre? Et si le divin n'attendait pas dans les cieux, mais fleurissait dans la terre sous nos pieds? Et si les visions que nous voyons, les dieux auxquels nous prions, les histoires que nous racontons, remontaient toutes à une conversation chimique entre un primate curieux et un étrange champignon lumineux? Cela semble impossible, mais le langage aussi, la mémoire aussi, nous aussi. Et peut-être que c'est ça, le vrai voyage. Ce que nous appelons humain n'a jamais été seulement à nous. Il a été partagé, co-créé, offert par la nature elle-même. Alors, la prochaine fois que vous entendrez une histoire sur des dieux anciens ou que vous vous demanderez d'où vient l'âme, souvenez-vous simplement, tout a peut-être commencé avec un champignon.